Voilà, bonsoir à tous. Alors bonsoir à tous à la fois dans la salle, dans l'amphithéâtre de Sciences Po Grenoble, et bonsoir à tous en ligne, pour ceux qui nous suivent en ligne, en espérant que vous nous entendez correctement. Si jamais il y avait un souci de son, il faudrait nous le signaler, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Voilà, je me présente, je suis monsieur, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors en général dans l'amphi, ils me connaissent plutôt, mais plutôt parmi ceux qui sont en ligne. Donc, je suis Fabien Terpan, maître de conférence de droit public à Sciences Po Grenoble. Je suis spécialiste des questions européennes. Cher Jean Monnet, j'ai à ma charge notamment le master gouvernance européenne de Sciences Po Grenoble qui forme des étudiantes et des étudiants qui se destinent aux professions liées à l'UE. Cette table ronde fait partie donc des événements que nous organisons depuis cette semaine. Elle est labellisée présidence française du Conseil de l'Union européenne et elle est organisée dans le cadre de ce projet H2020 EU3D, un projet sur la différenciation dans l'Union européenne qui est piloté par nos collègues à Oslo, ARENA, et auquel participent Sciences Po Grenoble, le laboratoire PACT, le CNRS, à travers Sabine Sorger, la directrice de Sciences Po Grenoble, Cécile Pelodex et moi-même. C'est une table ronde organisée comme les trois précédentes en étroite collaboration avec l'association des étudiants et étudiantes Alpe-Europe, donc qui est présent ici ce soir. Et qui a contribué avec beaucoup de dynamisme à la réalisation de ces tables rondes. On les en remercie. Il s'agit de la quatrième et de la dernière table ronde, après celles qui ont permis de discuter la question de l'état de droit en Europe, la relance économique et les rapports entre l'Union et les citoyens. Notre table ronde pour ce soir portera sur la résilience de l'Union européenne à l'égard de la Chine, et nous avons un panel très intéressant à cet égard. Je vais présenter les quatre intervenants dans l'ordre de leur intervention ce soir, en commençant par Cécile Pelodex à ma droite, qui est chercheuse à l'UMR PACT et Sciences Po Grenoble, qui a développé plusieurs domaines d'expertise. Elle a notamment une expertise sur les questions relatives à la région arctique, mais surtout pour ce qui nous intéresse, elle est particulièrement impliquée donc, au sein du projet EU3D dans un work package qui s'intéresse à une dimension qui est moins évidente de la différenciation, qui est l'influence des puissances externes sur l'unité ou la différenciation dans l'Union européenne. Et elle a notamment fait partie, en expérience aussi particulièrement pertinente par rapport à notre débat de ce soir, à la délégation de l'Union européenne à Pékin en 2018 sur le dialogue de sécurité. Armelle Douot, directrice du soutien à la démocratie au sein du secrétariat général du Parlement européen, ou plus exactement de sa direction générale en charge des politiques externes, donc qui est notamment la direction qui va assurer l'organisation des travaux des commissions parlementaires sur les questions extérieures. Et donc, elle interviendra en second. Monsieur André Gattolin est depuis 2011, je pense, sénateur des Hauts-de-Seine. Au sein du Sénat, il est notamment vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et je signale par ailleurs, parmi ces nombreuses et différentes activités, qu'il a été rapporteur de la mission d'information portant sur le thème des influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et des incidences de cette influence. Et puis Camille Brugier, qui est chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, après avoir été chargée de mission Asie au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle est spécialiste de la Chine et s'intéresse tout particulièrement à sa politique extérieure, à ses relations commerciales
avec l'Union européenne notamment. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'elle est aussi diplômée de Sciences Po Grenoble, du master en gouvernance européenne, il y a un certain nombre d'années. Je ne me rappelle plus exactement quelle promotion, mais Camille pourra nous le rappeler éventuellement tout à l'heure pour l'anecdote. Voilà. La première prise de parole donc, est celle de Cécile Pelodex, qui, en guise d'ouverture, va nous donner quelques éléments d'introduction au débat, quelques pistes de réflexion, et ensuite, les autres intervenants de la table ronde pourront évidemment développer différents points ou éventuellement revenir sur ces pistes de réflexion. Cécile. Merci Fabien. La politique étrangère de Xi Jinping marque un tournant dans la politique chinoise. L'influence n'est plus seulement de nature économique, elle est aussi politique. L'Europe, mais pas seulement l'Europe, a pris du retard en négligeant cet aspect de la politique étrangère chinoise. L'ambition de la Chine, c'est de mettre en place une nouvelle gouvernance mondiale et une communauté de destin. Cette expression est inscrite désormais dans le préambule de la Constitution chinoise qui a été modifiée en 2018. Cette ambition pose problème compte tenu du caractère illibéral de la politique chinoise et de sa contradiction avec les valeurs de l'Union européenne. Comment la Chine étend son influence? Eh bien, en s'appuyant sur les vulnérabilités de l'Union européenne, sa diversité, sa cohésion parfois incertaine et l'exigence de légitimité qui est la sienne et qui n'est pas celle auxquelles sont soumises les États. Et elle cherche à affaiblir la pertinence et la légitimité des institutions européennes et de la démocratie. Donc cette présentation va répondre à 3 questions. La première, est-ce que la Chine ambitionne de fragmenter l'Union européenne? Et la réponse, sans embâche, oui, et l'on verra comment. Deuxième question, est-ce que les politiques de l'Union européenne sont adaptées et suffisantes? Ce n'est pas le cas pour toutes les politiques. Et troisième question, eh bien, c'est celle de la différenciation. Est-ce qu'apporter des solutions différenciées peut être bénéfique ou au contraire, est-ce que cela fragmente davantage l'Union européenne? Et l'on verra que cette réponse dépend des politiques et des conditions d'implémentation même de ces politiques. Donc, dans un premier temps, les stratégies d'influence de la Chine, elle utilise différents types de pouvoirs que l'on peut qualifier de coercitifs, institutionnels et idéels. Alors, le pouvoir coercitif, celui de contraindre, il inclut l'usage de moyens comme la force militaire, les investissements directs à l'étranger et les cyberattaques. La force militaire, c'est en Europe le renforcement que l'on observe de la coopération entre la Chine et la Serbie. Mais c'est aussi pour l'Union européenne qui a des intérêts dans la région Indo-Pacifique, une zone où la Chine a considérablement renforcé ses capacités militaires, notamment en mer de Chine du Sud, en totale infraction de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le pouvoir institutionnel, tel qu'utilisé par la Chine, correspond par exemple à l'usage de forums régionaux que la Chine met en place dans différentes parties du monde et qui est parfois labellisé régionalisme chinois. C'est le format +1. Alors, dans les pays d'Europe centrale et orientale, la Chine a établi un forum qui s'est d'abord appelé 16+1. Et puis, quand la Grèce a rejoint ce forum, il s'est appelé 17+1. Et on devrait l'appeler à nouveau 16+1, puisque la Lituanie a décidé de quitter le forum l'année dernière. Ce forum est un levier très important pour la Chine. Et il regroupe donc 16 membres, des membres de l'Union européenne et des États non membres de l'Union européenne qui sont candidats ou potentiellement candidats à l'intégration. Alors, l'institutionnalisme et la multiplication des organisations internationales, pourquoi ce serait un problème? Eh bien, on a ici un chevauchement avec les politiques de l'Union européenne. Ce forum ambitionne de mettre en place des politiques qui touchent à la connectivité, au commerce et à l'investissement, à la coopération financière,
coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie, de la technologie, etc. Donc, de plus, il y a des conflits de normes dans ce forum de coopération avec les normes promues par l'Union européenne, notamment la transparence. Il y a peu de transparence dans l'exercice de ce forum et un manque de contrôle démocratique également. Par ailleurs, il y a une confusion savamment entretenue entre la coopération Union européenne-Chine et la coopération Chine-pays d'Europe centrale et orientale. Une confusion donc dans les discours des acteurs chinois. Et puis enfin, ce format +1 permet aussi d'atteindre des entités subnationales. Les coopérations ne se font pas seulement avec les gouvernements centraux des États membres, mais avec des villes, avec des régions, et donc des entités subnationales qui sont moins enclines à considérer les questions stratégiques en matière d'énergie, de santé ou de sécurité. Enfin, le troisième type de pouvoir que la Chine utilise, c'est le pouvoir des idées, donc une pratique de la désinformation. On a vu pendant le Covid, les ambassadeurs chinois en Europe répandent des messages faux sur la gestion de la pandémie, en particulier en s'attaquant de façon assez virulente à la France. Et c'est un pouvoir qui peut être coercitif aussi quand on pense aux investissements dans l'enseignement supérieur. Il y a des États membres qui ont des budgets d'éducation qui ne sont pas forcément toujours à la hauteur des ambitions de ces pays. Et puis une pression académique qui peut se faire directement sur les chercheurs eux-mêmes. J'en ai fait l'expérience. Et puis, ce pouvoir idéal, il peut s'exercer aussi tout simplement par la censure sur l'accès à la littérature scientifique. C'est une censure qui a été exercée à Cambridge. Donc, face à toutes ces influences et ces types de pouvoirs exercés par la Chine, quelles peuvent être les réponses de l'Union européenne? Comment est-ce qu'elle renforce sa robustesse? Comment elle part à ses vulnérabilités? Alors, il faut tout d'abord souligner que l'influence de la Chine sur l'Union européenne et sur les intérêts de l'Union européenne est un défi de grande ampleur et qui n'appelle pas une réponse de la seule Union européenne. En particulier sur le plan commercial, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce est primordiale pour pouvoir promouvoir des conditions de concurrence équitables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pointerai sur quelques politiques en particulier, en distinguant des degrés de réponse. Alors, tout d'abord, il y a une réponse qui est indéniablement très forte de l'Union européenne, et qui est récente, c'est le plan de relance avec une politique d'investissement. La Chine, avant la crise du Covid, avait opportunément avancé des intérêts dans l'UE après la crise financière. Et cette deuxième crise est l'occasion pour l'Union européenne d'un rebond très rapide et très fort. Alors pourquoi fort? Un, parce qu'il est rapide, et deux, parce que ce plan de relance repose sur un concept de dette commune. Et des petits États, par exemple comme le Portugal, se sont opposés au projet de règlement sur le filtrage des investissements directs à l'étranger parce qu'après la crise financière, ils s'étaient retrouvés un peu seuls dans cette situation. Donc, on a un plan qui renforce la solidarité européenne. Un troisième point qui est très fort, c'est la conditionnalité, celle des valeurs et en particulier de l'état de droit. L'Union européenne ne renonce pas à ces valeurs au risque de paraître moins attractive que des investissements chinois, par exemple. Donc là, il n'y a pas de différenciation. Tous les États membres doivent respecter l'article 2 pour bénéficier du plan de relance. Et puis, il y a également un plan spécifique d'investissement pour les Balkans, qui là aussi est assujetti à la conditionnalité avec des critères qui sont précisés dans les accords de préaccession. Il y a maintenant un deuxième groupe de réponses qui sont des réponses en cours ou insuffisantes et qui témoignent d'une certaine porosité de l'Union européenne.
On a par exemple le mécanisme de filtrage des investissements directs à l'étranger. Alors, le règlement qui a été mis en place propose un dispositif qui filtre des règles pour la coopération et le partage d'informations entre les États membres et la Commission, quand il s'agit d'aspects de sécurité ou d'ordre public. Mais c'est un règlement qui n'est pas très contraignant, qui n'a pas une grande ambition substantielle et qui va être revu d'ailleurs. La Commission n'émet que des avis consultatifs. Et puis, en termes de différenciation, il n'y a pas de différenciation externe, c'est-à-dire que ce règlement ne s'applique pas aux pays de l'espace économique européen. En matière de cybersécurité, le Service européen pour l'action extérieure, mais aussi le Parlement, ont mis en place des task force et on a 2 directives qui sont en préparation, donc on ne peut pas se prononcer sur leur degré d'adaptation aux enjeux, mais on peut noter que l'une d'elles seulement a une dimension de différenciation externe et une seule donc s'applique à l'espace économique européen. Troisième élément de réponse en cours ou insuffisant, c'est bien sûr la politique de sécurité et de défense avec 2 types de programmes différenciés. La coopération structurée permanente qui progresse peu à peu avec 25 membres. Donc, sur ce dossier où l'Union européenne avance très progressivement, eh bien, cette coopération différenciée permet d'avancer et de continuer à développer une résilience de l'Union européenne ou une robustesse, si l'on veut. Un autre mécanisme de différenciation en matière de sécurité et de défense, c'est l'initiative européenne d'intervention qui a été proposée par la France en 2018 et qui est différente dans le sens où elle s'ouvre aux pays extérieurs à l'Union européenne. Donc la Grande-Bretagne peut participer, la Norvège peut participer également. Et puis le Danemark, qui a un opt-out pour les questions de sécurité et de défense et qui ne fait pas partie de la coopération structurée permanente, peut être partie prenante de ce programme. Et puis, il faut bien sûr mentionner la stratégie de l'UE pour la coopération dans la région Indo-Pacifique. En matière de réponse qui serait urgente, parce qu'on se rend compte maintenant qu'on a été un petit peu lent sur des aspects économiques, mais il y a toujours des dimensions qui sont très importantes et pour lesquelles l'Union européenne n'a pas encore apporté de réponse satisfaisante. Il y a des aspects très technologiques, c'est par exemple les blockchains. Alors l'Assemblée ici est jeune, je pense qu'elle sait de quoi je parle. C'est une technologie de partage des données entre autorités publiques, mais qui est censée être décentralisée, mais que la Chine utilise de façon un peu originale et entend développer de façon, au contraire, centralisée et contrôlée. Donc, il y a un gros enjeu sur la façon dont l'Union européenne peut protéger ces systèmes qu'elle a aussi intérêt à développer. Autre domaine de réponse urgente, c'est celui de la liberté académique qui est très mal protégée au niveau de l'Union européenne. Il y a une université financée par la Chine qui a été proposée en Hongrie et qui pour l'instant est en sommeil parce qu'il y a eu quelques protestations de la population hongroise. Mais l'influence académique de la Chine est problématique. Voilà. Et puis un dernier aspect, c'est celui de la politique étrangère. Est-ce qu'il est possible, quand on considère ce forum que la Chine met en place au sein de l'Union européenne et avec ses États partenaires, est-ce qu'il est possible finalement à des États de coopérer dans des forums qui sont contrôlés par la Chine ? Donc, il y a des provisions dans le droit européen qui peuvent être utilisées, comme le devoir de loyauté. Il y a quelques instruments, mais qui ne sont pas pour l'instant toujours très, très forts. Alors, en conclusion, 3 points. D'une part, l'Union européenne a un atout majeur, c'est qu'elle dispose de mécanismes de cohésion très importants que n'ont pas d'autres ensembles régionaux, ASEAN ou Mercosur, et qui sont ces mécanismes de cohésion renforcés par le plan de relance que l'Union européenne a mis en place. Ça, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne la différenciation, eh bien, on se rend compte que la différenciation externe est positive, car elle offre les possibilités d'une coopération
augmenter avec plus de partenaires en matière de cybersécurité, de santé, de défense. Quant à la différenciation interne, on peut observer deux cas de figure. La différenciation interne, qui veut donc dire que tous les États membres n'observent pas de la même façon les mêmes règles, eh bien, cette différenciation interne, elle est négative quand elle ouvre des failles dans le cadre réglementaire. C'est le cas des politiques commerciales. Mais elle est positive dans le cas de la politique de sécurité et de défense, car elle augmente le potentiel de coopération. Et finalement, trois conditions viennent s'ajouter pour que une plus grande intégration et une plus grande différenciation soient efficaces. Le respect du principe de loyauté et de coopération sincère doivent être respectés. Deuxième condition importante, c'est que l'Union européenne se dote véritablement d'une communication stratégique à destination des États membres, des partenaires, des citoyens des États membres. La prise de conscience de l'influence chinoise au niveau européen s'accroît, mais elle est aussi à développer au niveau subnationaux. Il y a des coopérations entre villes, il y a des jumelages. Et enfin, la troisième condition, elle touche à la gouvernance. Alors, la gouvernance, ça veut dire qu'il faut garder un équilibre entre la gouvernance descendante et ascendante, continuer à développer des approches participatives et bien s'assurer que les contrôles démocratiques soient là. On a par exemple une discussion qui s'est mise en place sur la nouvelle autorité de la santé qui vient d'être mise en place et qui est un peu critiquée pour un contrôle démocratique qui ne serait pas jugé suffisant. Ce sera mon dernier point, d'autant plus important de prêter attention à ces conditions qu'un gouvernement autoritaire comme le gouvernement chinois actuel est prêt à instrumentaliser toutes les vulnérabilités d'un système politique démocratique. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Cécile Pellodex pour ce vaste panorama à la fois de la diversité des stratégies d'influence, mais aussi et ce point de vue sur les réponses de l'Union européenne en prenant en mettant en avant à la fois atouts et faiblesses de l'Union européenne. Alors avec Cécile Pellodex, on a eu un point de vue des académiques, si je puis dire, et nous allons maintenant passer à des points de vue d'acteurs, en commençant par celui de Madame Douot, du point de vue du Parlement. Et donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Et une fois n'est pas coutume, le point de vue de l'acteur ne peut que concorder le point de vue de l'académique. Je dirais malheureusement, presque, dans ce cas-là. Donc, merci de l'invitation d'abord. Donc, comme M. Terpan m'a présenté, je suis directrice dans une petite direction du Parlement européen qui s'occupe de soutien à la démocratie, qui sont des activités de soutien aux pays du voisinage. Donc, quand on parle de Serbie, de pays des Balkans, mais aussi des pays du voisinage Est, c'est l'idée de, justement, en se fondant sur les valeurs de l'Union européenne, pour des pays qui veulent adhérer ou qui ont vocation, certains à plus ou moins long terme, de faire du soutien de leur système parlementaire essentiellement et de rappeler que les valeurs de l'Union sont celles-ci. Mais j'ai été invitée en fait il y a quelques mois, où j'étais encore jusqu'à la semaine dernière, la chef de cabinet, enfin directrice de cabinet adjointe dans la classification française de l'ancien président du Parlement européen et sa conseillère diplomatique. Et à ce titre, en fait, j'ai travaillé aussi avec lui beaucoup sur le plan de relance et sur les perspectives pluriannuelles du Parlement. Donc, je peux aussi concorder, être d'accord avec tout ce que vous avez évoqué. Je vais vous présenter de façon très schématique le rôle du Parlement dans les affaires étrangères, quelque chose qui est peut-être moins évident dans un vue de l'extérieur. Comme vous le savez, les relations extérieures de l'Union européenne s'inscrivent dans trois axes essentiels. Des politiques plus anciennes, comme la politique du développement et la politique commerciale, qui sont aussi des politiques, pour la politique commerciale, de politique communautaire, et la politique étrangère, qui a été ajoutée bien plus tardivement, et qui reste largement une politique intergouvernementale. Évidemment, le rôle du Parlement sur ces trois chapitres est différent en fonction que c'est une politique communautaire ou une politique davantage intergouvernementale. Donc, le
Parlement européen intervient, comme le disent les traités, selon ses compétences en tant que pouvoir législatif, par ce qu'on appelle essentiellement les instruments financiers, c'est-à-dire les instruments, la législation qui permet à l'Union européenne de dépenser des fonds, tous les programmes, des programmes de coopération, mais aussi pour la politique commerciale. Là, pour la politique commerciale, c'est plus une compétence d'avis conforme. Les traités commerciaux doivent être validés par le Parlement, ainsi que les traités internationaux. Le Parlement a aussi un rôle très important en matière budgétaire, ce qui permet d'être un levier, même dans des politiques pour lesquelles il n'a pas un pouvoir normatif fort. L'articulation des politiques communautaires se fait aussi par les institutions. Évidemment, vous avez la Commission européenne qui a un rôle fondamental, les États membres, le Conseil en tant que représentation des États, mais aussi pour la politique étrangère, ce n'est pas forcément en formation du Conseil, ce sont vraiment les États membres qui ont ce pouvoir-là. Pour rejoindre ce que disait Mme Pelodex, elle parlait de la réaction économique face à la Chine qui a été un peu plus ancienne, la réaction politique tarde à venir. Je dirais que sur ce chapitre-là, le Parlement européen est plus fort peut-être que le reste de l'Union européenne, des autres institutions, sur la réaction politique. D'abord parce que c'est son... oui, pardon, je me suis un peu perdue. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la politique étrangère, comme vous le savez, c'est l'unanimité qui prévaut. Au Parlement européen, il n'y a pas un pouvoir normatif, mais le Parlement européen adopte des résolutions qui sont des messages politiques. Et c'est là que le rôle politique est beaucoup plus facile pour le Parlement européen parce que c'est une majorité simple. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une position forte du Parlement. On peut en penser ce qu'elle veut, mais on a des résolutions extrêmement fortes. Et sur la Chine, c'est très flagrant, pas seulement sur la Chine, du reste. Pour revenir un peu à comment travaille le Parlement européen, donc il y a effectivement, comme dans n'importe quel Parlement national, des commissions parlementaires. Donc, dans le domaine, ce sont la Commission des affaires étrangères, qui a 2 sous-commissions, sécurité, défense et droits de l'homme, la Commission du développement et la Commission du commerce international. Le Parlement a aussi des délégations interparlementaires, et ça, c'est assez unique pour un Parlement. Il y a beaucoup de groupes d'amitié dans les parlements nationaux notamment. Au Parlement européen, ce sont des délégations instituées entre le Parlement européen et les parlements de pays tiers ou de régions avec lesquels on a des accords. Ce qui permet d'avoir ce dialogue entre parlementaires sur des sujets. Alors, pourquoi c'est aussi intéressant pour la Chine? Parce qu'évidemment, on a des relations parlementaires directement avec les parlements. Vous avez parlé de la Serbie, mais ça peut être en Asie centrale, ça peut être dans n'importe quel pays du monde. Et ça permet de renforcer ces liens et effectivement pour le Parlement de pousser aussi son agenda. La force de l'Union européenne, c'est dans l'activation de toutes ces politiques. Et le Parlement, dans ses résolutions, est très vocal, pour employer un bon mot anglais traduit en français, en demandant la vraie articulation et la cohérence de ces politiques, qui est dans le traité, hein, ce n'est pas une demande. Dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Et d'utiliser les leviers que l'on a au moment où on les a. C'est pour ça, pour revenir sur un exemple dont vous avez certainement entendu, sur le traité, j'ai du mal à trouver le sigle en anglais, le CAI, le traité sur les investissements, qui a été signé par la Commission. Le Parlement a utilisé son futur pouvoir de ratification du traité pour faire pression politiquement. Comme j'ai dit, le Parlement est très décidé à la majorité, est très vocal sur toutes les questions de démocratie, de droits de l'homme, de transparence. On peut dire que c'est parfois à géométrie variable, mais il y a quand même une ligne de force. Sur la Chine, le Parlement a été beaucoup plus vocal, je dirais, j'ai cherché le mot en français, excusez-moi, et je me trouve débile de ne pas trouver le mot dans ma propre langue, a été très actif sur Hong Kong, au moment où le Conseil avait du mal à trouver une décision, à adopter des conclusions très claires sur la question. À l'unanimité, vous pouvez imaginer assez clairement quels sont les pays qui faisaient obstacle. L'autre chose au Parlement aussi, c'est que, contrairement au Conseil, les votes sont transparents, c'est-à-dire qu'un vote final est public.
Donc, vous pouvez savoir, nous pouvons tous savoir qui a voté quoi comme député. Donc, évidemment, un député ne peut pas dire, comme certains États membres peuvent le faire au Conseil, « Ah non, mais moi, vous savez, les droits de l'homme, c'est très important », et puis après, aller soutenir, aller voter différemment. Ça se voit tout de suite. Enfin, ils peuvent le faire, évidemment, mais ça se voit tout de suite. Donc, ça, c'est aussi un autre élément important. Donc, sur Hong Kong, sur les Ouïghours, le Parlement a été très, on peut dire, très dynamique. Le prix Sakharov a été accordé, qui est le prix du Parlement pour la liberté de penser. C'est un prix très important qui fait mal beaucoup, souvent, pour certains pays, quand un récipiendaire vient de ce pays. A été accordé à Ilham Tohti, défenseur des droits de l'homme ouïghour, en 2019. Ça n'a pas amélioré les relations de la Chine avec le Parlement. Il y a eu ensuite, oui, dans la politique étrangère, évidemment, le pouvoir dur, ce sont les sanctions. Les sanctions, c'est le Conseil qui les prend. Le Parlement peut appeler le Conseil à prendre des sanctions, mais n'a pas ce pouvoir-là. Sous la pression, le Conseil a fini par adopter des sanctions. En mesure de rétorsion, la Chine a sanctionné des parlementaires européens, mais aussi le comité politique de l'Union européenne, la Commission des droits de l'homme. Rétorsion à la rétorsion, le Parlement a décidé qu'il ne ratifierait pas, tant que ces sanctions ont été en œuvre, l'accord sur les investissements. Donc ça a été tout un jeu politique qui a mis pour l'instant l'accord sur les investissements au frigo. On peut discuter plus tard si c'était quelque chose que recherchait la Chine, parce que ce n'est pas par hasard, s'ils ont adopté ces sanctions, ils savaient très bien quelle serait la mesure de rétorsion. Donc, j'essaie de vous expliquer qu'il y a le pouvoir formel et puis il y a tout ce jeu politique autour, entre les institutions, où parfois, quand c'est bien joué et quand ça devrait être bien joué, il y a aussi cette idée du good cop, bad cop entre les institutions qui peut bien marcher. C'est souvent, malheureusement, pas le cas, parce que je trouve que les autres institutions, et notamment le haut représentant, il le fait parfois, mais pourrait davantage jouer le Parlement dans ces conditions. Donc, décision à la majorité simple au Parlement, c'est fondamental dans la matière des affaires étrangères. La transparence, je pense, aide énormément aussi. Le fait, ça c'est anecdotique, mais c'est un élément positif assez important, ce Parlement-ci est assez indépendant des États membres. C'est-à-dire qu'il y avait toujours l'idée, et vous avez peut-être entendu dans vos cours, que oui, il y a des positions, évidemment, il y a des groupes politiques au Parlement européen, mais chaque Parlement appartient aussi à une délégation nationale. Il est élu au nom d'un parti. S'il veut se représenter, il faut qu'il plaise à ce parti. Donc, il va avoir tendance à suivre la politique nationale à Bruxelles et il suffit d'un coup de fil d'un ministre pour faire changer les majorités. Ça peut marcher encore dans certains domaines, évidemment, parce que plus que l'appel de la capitale, je pense que c'est aussi vis-à-vis de ses électeurs. Si on est un député d'une circonscription qui a des gros intérêts en Chine, évidemment, on ne va peut-être pas réagir pareil qu'un autre. Mais le Parlement actuel est comporté d'abord de beaucoup de nouveaux députés, mais surtout, la plupart des députés, et je crois que c'est plus de 60%, voire 70%, dans son parti appartient à un parti qui est dans l'opposition. Donc, le coup de fil du Parlement, du gouvernement en place, ça ne marche pas terriblement bien. Et c'est ce qui a sauvé, je pense, le plan de relance du reste à l'époque. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, juste en introduction? C'est à peu près ça. C'est juste de ne pas sous-estimer que, effectivement, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir budgétaire, mais le pouvoir politique d'une résolution est très fort. Et on se rend compte, quand on voit les réactions à ces résolutions, qui en soi, c'est un bout de papier, hein. C'est une déclaration politique, il n'y a pas de sanction derrière, le Parlement peut demander la lune, ce n'est pas pour ça qu'il va l'obtenir. Malgré tout, on se rend compte que d'abord, ça fait très mal à ces pays. Ils n'aiment pas être critiqués, ils n'aiment pas qu'un de leurs ressortissants ait un prix, ils n'aiment pas qu'un de leurs ressortissants, le prix Sakharov a une certaine aura, donc ça on peut comprendre, mais même faire inviter un défenseur des droits de l'homme à la sous-commission droits de l'homme, ça panique. Donc, il y a quand même un levier politique qui est important parce qu'on sent que quand on s'en sert, et quand on s'en sert bien, ça fait très mal. Et on devrait moins hésiter à s'en servir. Et je pense, oui, je ne vais pas faire la conclusion déjà maintenant, on va avoir une discussion, mais je pense qu'effectivement, où l'Europe, et c'est ce que vous avez exposé dans votre propos liminaire, si l'Europe veut être forte, d'abord, elle n'offre pas la résilience comme politique, mais une politique beaucoup plus dynamique et beaucoup plus volontaire. Ça doit être une Europe fière de ses valeurs, parce qu'elle a cette force d'attraction
on peut dire ce qu'on veut, la Serbie, ce que fait la Serbie, on ne va pas citer que la Serbie, mais tous les autres pays des Balkans avec la Chine ou les pays du voisinage, n'empêche, ils n'interrompent pas leur négociation d'adhésion, ils veulent continuer à adhérer à l'Union européenne. Quand on parle d'un accord commercial important pour un pays comme le Vietnam politiquement, économiquement est quand même très proche de la Chine, n'empêche, ce qu'ils voulaient, c'était un accord commercial avec l'Union européenne et pour se détacher aussi de l'influence chinoise. Donc, je pense que souvent, on se sous-estime beaucoup trop et on devrait être beaucoup plus fiers et forts de nos valeurs. Et vous avez fait aussi une précédente conférence sur la démocratie en Europe. C'est aussi là que le bas blesse, parce qu'évidemment, pour être fort à l'extérieur, il faut être fort à l'intérieur. Je m'arrêterai là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup pour ce point de vue donc, d'une personne au sein du Parlement qui voit effectivement ces questions aussi sous l'angle d'une institution qui a des compétences et dont les compétences peuvent avoir des limites, mais vous avez aussi souligné d'une certaine manière que à côté des limites légales du Parlement européen sur les questions extérieures, il pouvait y avoir aussi finalement une voix que porte le Parlement sur un certain nombre de sujets, en particulier les questions relatives aux droits de l'homme. Nous allons maintenant nous tourner vers nos intervenants en ligne. Donc, en commençant par Monsieur Gattolin, qui, comme je le disais, est sénateur et donc nous donnera cette fois une autre vision parlementaire, si je puis dire, mais plutôt celle d'un élu au sein du Sénat français. Monsieur Gattolin, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Tout ce que je peux dire à la suite des deux interventions, c'est que je suis rarement autant en syntonie avec des acteurs et des intervenants. Et je crois que tout ce qui a été dit est totalement essentiel et d'un point de vue politique, puisque je joue le rôle un peu de l'intervenant, acteur politique, je partage tous ces propos. Donc, il y a des choses que je ne répéterai pas. Je vais essayer de compléter de ce point de vue. Moi, ça fait 11 ans que je suis sénateur et que je m'intéresse notamment à l'évolution de la Chine et de ses pratiques, de sa montée en puissance et de son évolution politique et surtout sa volonté d'assumer Horizon, et ça c'est écrit dans les textes, 2049, un leadership absolu dans tous les domaines économiques, politiques, diplomatiques, militaires, culturels. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile dans un Parlement national et une assemblée comme le Sénat de faire porter cela. Et j'ai toujours considéré que face à ce défi qui est global en termes géographiques, puisque aujourd'hui la Chine pense la relation qu'elle a avec l'ensemble du monde dans une logique, on va le dire, de domination, hein, de volonté de puissance absolue, ou en tous les cas première, mais aussi global au sens où l'entendent les anglo-saxons dans globalization. Ce n'est pas simplement une dimension géographique, c'est une dimension aussi temporelle. Et c'est vrai que je m'inquiète toujours de la manière dont, dans nos parlements nationaux, démocratiques, français, européens ou autres, on pense à très court terme, on projette à horizon d'un mandat, d'un quinquennat, et donc il faut faire de la prospective. Et j'aime beaucoup l'intitulé global de vos conférences. Vous parlez de futur. J'en ai assez qu'on parle d'avenir. L'avenir, c'est la projection de ce qui se passe. Le futur, ça suppose un peu d'imagination et de réflexion. Et mon action politique, je la construis à 3 niveaux. Au niveau national, au niveau européen, parce que j'ai travaillé au Parlement européen et que je suis vice-président de la Commission des affaires européennes, et au niveau global, à travers ce qu'on peut mener avec l'OCDE notamment, mais plus généralement avec tous les pays qui défendent un certain nombre de valeurs démocratiques et d'état de droit. Et je suis cofondateur et coprésident de l'AIPAC, qui est l'Alliance interparlementaire sur la Chine, que nous avons créée il y a 1 an et demi, justement pour coordonner nos parlements nationaux vis-à-vis de la Chine, parce qu'on trouvait que nos gouvernements, nos exécutifs avaient des positions à géométrie variable sur le sujet, y compris au sein de l'Union européenne, et qu'il était absolument nécessaire que des parlementaires, par constitution,
transpartis, puisque chacun des représentants que nous avons dans les 22 pays où nous sommes représentés aujourd'hui, ça couvre les États-Unis, le Canada, le Japon, certains pays africains où il y a des élections démocratiques. Donc nous essayons d'être travailler en bipartisan. Et je crois qu'il faut ces 3 niveaux. Parce que nous avons un paradoxe fondamental qui a déjà été dit, c'est que la marge de manœuvre des États-nations, des États membres au sein de l'Union européenne, notamment vis-à-vis de la Chine, est relativement étroite. Elle l'est d'abord parce que sur un certain nombre de domaines, il y a des compétences exclusives et des domaines importants de l'Union européenne, la politique commerciale, la politique de concurrence, et que les moyens pour agir face à une offensive, hein, on peut bien le dire aujourd'hui, du régime chinois, c'est plus une offensive dans des domaines spécifiques, c'est une offensive d'influence et d'ingérence protéiforme dans tous les domaines, et c'est une offensive que je qualifie, je dirais, d'influence systémique, c'est-à-dire que tout est pensé comme un ensemble. Quand on veut influer sur le monde académique et universitaire, ce n'est pas déconnecté des moyens d'influence qui sont mis en place dans le monde économique, dans le monde diplomatique. La montée, j'étais au Conseil de sécurité de l'ONU pour la France là, en décembre dernier à New York. La montée en puissance dans toutes les organisations internationales aujourd'hui de la Chine est impressionnante. En juillet dernier, la Chine dirigeait 5 des institutions onusiennes sur 16 ou 18. Et ils le sont dans tout le domaine. Ils s'intéressent aussi au sport et l'organisation des Jeux Olympiques. C'est aussi un moyen de faire passer une influence internationale avec des objectifs aussi nets que de gagner la Coupe du Monde de football d'ici 2049, avoir le plus grand nombre de médailles dès les prochains Jeux Olympiques. Donc nous devons nous organiser et notre marge de manœuvre est étroite aussi parce que la Chine est devenue au fil des décennies un partenaire pas seulement commercial, mais aussi technologique, diplomatique, politique, totalement incontournable. C'est un débouché extrêmement important pour beaucoup de nos productions. Le marché est considérable, avec un niveau de vie croissant. C'est aussi un espace de production qui reste très attrayant, à la fois en termes de coûts de fabrication, de salaire, mais de normes de production, et aussi d'efficacité dans le système de production pour nos entreprises européennes qui tendent à délocaliser tout ou partie de leur production. On l'a vu avec la crise du Covid, l'importance que ça pouvait avoir d'ailleurs après en termes stratégiques pour un certain nombre de médicaments qui ne sont plus produits sur le territoire français ou européen. C'est aussi, et ça a été dit, un investisseur de taille sur le plan financier, c'est un détenteur croissant des différentes dettes nationales. Certains pays de la zone d'influence très proche comme le Laos ou le Cambodge sont supposés avoir plus de 30% de la dette possédée par la Chine. En réalité, c'est pas loin de 50%. Depuis quelques jours, un chiffre court qui n'a pas été vérifié, mais la Chine posséderait 10% de la dette française. Chiffre à vérifier, mais cette influence est énorme. Et pour autant, dans de nombreux domaines, c'est encore au niveau national que se situent des compétences qui sont essentielles entre les compétences européennes et les compétences nationales. Je pense naturellement à la dimension défense militaire, la politique étrangère, la sécurité intérieure, la fiscalité, l'éducation et la culture. Et ce sont autant de domaines capitaux qui pourrait autoriser d'une certaine manière entre les États européens une position différenciée de chacun de ces États membres à l'égard de la Chine, qu'on qualifie d'ailleurs, et c'est assez récent, c'est depuis 3-4 ans, sous l'influence française et européenne, plus seulement de pays partenaires, mais aussi de pays concurrents et aussi de pays rivales systémiques. Et en matière de protection des intérêts souverains, je parle de la défense, la sécurité, la protection du patrimoine scientifique, la question des investissements stratégiques, ceci devrait théoriquement conférer davantage de manœuvres à chacun des États membres vis-à-vis de la Chine, puisque la France décide de sa politique dans ces domaines souverains. En fait, nous avons
dans la situation de la relation avec la Chine, surtout sur ces domaines-là, un effet de disparité de taille et de puissance considérable par rapport à la Chine qui provoque, là où les décisions peuvent être prises à l'échelon national, une peur d'agir seul. Et il est très fréquent que quand on doit prendre une décision, prenez l'exemple du boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin, la première réaction de la France et du président de la République, c'était de dire « Ah, mais il faut que nous nous coordonnions au niveau européen. » Parce qu'on a trop peur de, surtout un pays comme la France, de dire « Nous n'envoyons pas de représentation ministérielle ou de haut niveau » et d'en subir des conséquences, telles que d'ailleurs la Chine le dit explicitement, nous menaçons les pays. Alors on se dit, au niveau européen, c'est plus facile d'agir sous cette ombrelle. Et avec la logique de décision dans ces domaines-là à l'unanimité, souvent ça conduit à trop peu d'actions et la responsabilité, les États membres se déchargent en fait de leur responsabilité politique vers l'Union européenne, une coopération européenne, dans un domaine, comme cela a été dit, où nous ne sommes pas dotés d'instruments efficients de décision en commun. Alors, moi, j'ai produit à mon initiative, c'est l'an passé, un rapport, une mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique. Je ne visais pas spécifiquement la Chine, parce que je pense que quand on procède à ce type de travaux, il faut avoir une approche agnostique. Mais le résultat des recherches que nous avons conduites montre que 90% des problèmes que nous avons d'influence, voire d'ingérence, pour ne pas dire de captation d'informations stratégiques de manière illégitime, aujourd'hui proviennent de la Chine. On a d'autres pays qui ont ce rôle, la Turquie, certains pays des Émirats arabes unis ou autres qui s'intéressent aussi beaucoup, ou l'Iran, à un certain type de recherche universitaire. Mais la Chine montre une capacité d'entrer dans le territoire universitaire. Et dans le cadre de ces travaux, qui a été un travail très intense, où on a procédé à une 50aine d'auditions, j'ai tenu à auditionner, grâce à mes réseaux personnels, les parlementaires australiens, britanniques, anglais ou canadiens ou américains qui ont connu ce phénomène d'influence et d'ingérence. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, on m'a dit il n'y a pas de gros problèmes. On se rend compte que si, il y a des problèmes importants qui tiennent à plusieurs raisons. Globalement, à une fragilisation de notre écosystème de recherche et d'enseignement en France. Je vais le dire clairement. J'appartiens à la majorité présidentielle, autant qu'on puisse appartenir quand on est quelqu'un d'indépendant à une majorité, mais la recherche, l'université est encore sous-financée en France, ce qui produit un besoin d'aller chercher de l'argent, des partenariats, de faire venir des étudiants étrangers, éventuellement, notamment dans les grandes écoles, de leur faire payer des droits d'inscription et des droits de scolarité différenciés. C'est exactement ce qui a ruiné l'Australie, où, comme en France, ce n'est pas, contrairement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, un système universitaire principalement privé. L'université australienne est très majoritairement publique. Il n'empêche que les droits différenciés et l'afflux massif pour des raisons de proximité et de qualité de l'enseignement des étudiants venus de Chine en Australie a créé des situations d'influence, d'organisation étudiante, d'organisation d'enseignants, de corruption, puisque l'Australie a commencé à agir, y compris quand elle a vu que certains élus australiens touchaient de l'argent pour le financement de leur campagne venant directement de la Chine. Donc cette capacité d'intrusion, il faut l'observer pas simplement sur le périmètre français, j'ai fait ce rapport sur la France, pour justement pouvoir l'élargir et voir où nous en étions dans une forme de parangonnage avec d'autres pays européens. Et puis nous sommes dans un contexte plus global de montée des rivalités géostratégiques. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a une expression qui est, je trouve, intéressante. Il parle de brutalisation des relations. Et ça a été évoqué, le comportement de certains ambassadeurs en poste n'ont plus rien de diplomatique.
Là, j'ai procédé à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons procédé récemment à des auditions d'ambassadeurs russes et chinois qui demandent désormais que rien ne soit public, que tout soit secret. Et si vous verriez le niveau d'agressivité, on nous traite de petits pays décadents, en déclin, et qu'on n'a pas grand-chose à dire ou à faire. Quand on pose une question sur Navalny, la situation d'Alexeï Navalny en Russie, l'ambassadeur nous répond que nous sommes des soutiens de ce traître de Navalny. Donc on le voit bien, ça ne touche pas simplement les relations universitaires, ça touche aussi les relations diplomatiques et même les relations avec les parlementaires. Alors, dans nos travaux, comme je l'ai dit, on a essayé de comprendre, et notamment on a approfondi la question de la Chine, puisque c'est celle qui s'est avérée la plus puissante. On a constaté qu'il y avait une grande focalisation médiatique sur les instituts Confucius. C'est vrai que ces instituts qui se veulent des instituts d'enseignement de la langue et de la civilisation chinoise, ils sont actuellement 17 en France, métropolitaine mais aussi outre-mer, exercent une certaine forme de politique d'influence qui va au-delà de ce que fait l'Institut français, de ce que peut faire l'Institut Goethe ou le British Council anglais. Pour autant, ça c'est la partie visible et émergée. C'est une stratégie qui remonte d'ailleurs au début des années 2000 et qui est aujourd'hui jugée par Pékin et par le Hanban comme n'ayant pas une efficacité très importante. C'est pas en apprenant le chinois à quelques étudiants français, en plus un tiers des gens qui vont dans les instituts Confucius sont des retraités, qu'on a une vraie politique d'influence. On se rend compte qu'il y a une politique beaucoup plus aiguë, dure, qui s'est produite, bien sûr à travers le financement ou le cofinancement de programmes de recherche. Nous avons d'ailleurs à ce niveau-là un problème au niveau de l'Union européenne, puisque le programme de recherche Horizon Europe, qui a succédé à Horizon 2020, qui est le plus grand programme public au monde de recherche, par des accords au deuxième degré avec des pays tiers, on se rend compte que la Chine a accès à une grande partie des travaux qui sont produits et financés par l'Union européenne. Nous sommes un grand nombre, moi je travaille beaucoup avec les eurodéputés, il y a un eurodéputé allemand qui s'appelle Monsieur Christian Eller, qui s'est battu. Alors il est chrétien-démocrate à l'époque où Madame Merkel, de la même famille politique, était au pouvoir, lors de l'adoption du règlement du programme Horizon Europe, pour qu'il y ait des cadrages et des contraintes, et notamment qu'il y ait une référence à la liberté académique. Ça a donné le considérant 72 du règlement, parce que on se dit c'est bien de mettre beaucoup d'argent public européen, il faut bien sûr établir des collaborations, mais il faut que ce ne soit pas non plus une intrusion systématique dans les programmes de recherche. Et là, au niveau européen, du Parlement européen, mais aussi des États membres, il y a une prise de conscience qui est véritablement croissante. Quand j'ai fait mon rapport, j'ai vu, je ne vous dis pas que les gens étaient enthousiastes quand j'ai lancé cette mission d'information au Sénat, et il y a eu en fait une réaction et un intérêt très fort de la communauté académique, notamment, il faut le souligner, de la conférence des présidents d'université, qui trouve intéressant qu'on se pose cette question, parce qu'il y a quelques années, on a dit, allons-y, faisons des droits différenciés avec les étudiants étrangers. Ça paraît logique, finalement, que les étudiants français payent peu de droits d'inscription, puisqu'en gros, ce sont leurs parents ou eux, demain, qui paieront les impôts, et qu'on fasse plus payer les étudiants étrangers. Mais quand on fait venir en masse des étudiants étrangers, et qu'ils ont un poids économique dans certaines universités britanniques ou même australiennes, c'est parfois 30 à 40% du budget qui vient des droits d'inscription et des financements de coopération qui sont mis en place avec la Chine. On se met en situation de dépendance, et là la liberté académique, au-delà des risques, je dirais, de prélèvement indus sur le patrimoine scientifique et la recherche produite, deviennent extrêmement importants. Et je souligne ça parce que je suis moi-même universitaire, je continue à enseigner en tant que chargé de cours, et je vois bien qu'il faut faire prendre conscience au milieu universitaire
de cette influence-là. Parce que la Chine est habile. Les programmes de recrutement de chercheurs et d'universitaires, on a parlé beaucoup du fameux programme phare 1000 talents, mais il y a à peu près 200 programmes de ce type. On va voir un chercheur en pointe dans un domaine, on lui propose des enseignements, on lui propose des aides, parfois on lui propose même un salaire qui n'est pas déclaré dans son pays. Et c'est une captation totalement indue. Et quand on est chercheur dans un domaine un petit peu obscur et que vous obtenez la reconnaissance de gens qui vous disent on va vous organiser un grand colloque dans une université chinoise, on va vous faire venir en tant que professeur associé pendant X temps, certains chercheurs américains ont touché jusqu'à 600 000 à 800 000 dollars par an à l'insu de leur centre de leur recherche et de leur université aux États-Unis. Vous voyez bien, là aussi, la capacité et les moyens exceptionnels dont dispose la Chine fait bouger les choses. Et on ne peut faire prendre conscience à la communauté universitaire, non pas en l'agressant, mais en discutant avec elle, en établissant le dialogue. Et moi, je suis très attaché à cette chose-là parce que parfois, on peut avoir l'impression que c'est une simple reconnaissance personnelle, c'est une volonté de capter. Les réactions qu'il y a eu d'ailleurs suite à mon rapport qui a été voté à l'unanimité de tous les groupes politiques au Sénat étaient assez intenses puisque plusieurs missions ministérielles ou interministérielles se sont mises en place. Des recommandations sont en cours pour renforcer les moyens de protection. Il ne s'agit pas de fermer l'université au monde extérieur, ni à la Chine, mais il faut bien en poser les cadrages. Aujourd'hui, quand une université établit un partenariat avec une université chinoise ou étrangère, ou un laboratoire étranger, il est contraint à un dépôt de déclaration auprès du ministère de l'Enseignement de la Recherche et auprès du ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Entre le moment où le dépôt le dossier est déposé, l'accord est réputé accepté s'il n'y a pas de réponse sous un mois. Aujourd'hui, en 1 an et demi, il y a eu plus de 900 demandes de partenariat avec l'étranger, et en particulier avec la Chine. Vous me direz qui, au mois d'août, quand le dépôt est en juillet, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vérifie si telle université ne travaille pas avec l'armée de libération populaire. Il y a eu un petit scandale en fin août, début septembre dernier, où une très grande école, on peut dire l'école des ponts et l'école des mines, a passé des accords de recherche technologique et de coopération très importants avec 2 universités chinoises qui sont totalement liées à l'armée chinoise. Il n'y a eu personne pour alerter cela. Donc on le voit bien, nous avons bien sûr des instruments, mais nos instruments ne sont pas efficaces. Nous créons au sein des universités un fonctionnaire sécurité-défense. Nous avons créé un référent déontologie. Nous avons créé un référent intégrité scientifique. Nous créons des référents au niveau national tous les jours, mais les universités n'ont pas les moyens de recruter des gens travaillant spécifiquement sur ces fonctions. C'est souvent un responsable universitaire de l'administration ou un vice-président qui vont dire en plus tu vas t'occuper des questions de sécurité-défense. Est-ce que je suis formé pour ça? Si, c'est bien d'avoir l'instrument, mais comme je dis, une politique publique, ça se mesure à l'aune des moyens qu'on y met. C'est pour ça que la conférence des présidents d'université apprécie ma démarche parce que c'est renvoyé, y compris le gouvernement, devant ses responsabilités. On ne peut pas dire à l'université « faites attention, protégez notre patrimoine scientifique, protégez notre liberté académique » et ne pas lui donner les moyens et les instruments sans que ça tourne par ailleurs au flicage. Il est hors de question d'imposer des règles. Il y a certains débats, et je sais que Sciences Po Grenoble est au cœur de ça, sur des choses qui n'ont rien à voir, qui sont des questions de pensée endogènes à la société française, qui ne sont pas des questions d'influence extérieure. Et ce n'est pas lié à la liberté académique. Je crois qu'il faut quand même bien le dire et bien le préciser ici. Alors, dans la foulée, et comme je n'ai pas voulu rester simplement sur ce rapport qui a
26 préconisations, il est en accès libre sur le site du Sénat. J'ai voulu passer au niveau européen et donc dans le cadre de la Commission des affaires européennes, j'ai fait adopter en décembre, toujours à l'unanimité, une proposition de résolution européenne qui s'appelle « Nécessaire soutien à la liberté académique en Europe ». Donc là, j'ai fait agir un peu mon réseau dans différents pays pour proposer des axes d'action. Alors dans les domaines d'influence, il y a deux domaines. Le domaine, celui de la protection du patrimoine scientifique, là, qui relève en gros du ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, qui ne sont pas dans les compétences pleines de l'Union, loin s'en faut. Et puis il y a des domaines qui relèvent de l'université, où on a une compétence partagée, puisqu'il existe Erasmus, puisqu'il existe des programmes de recherche européens. Donc j'ai voulu axer sur les instruments que l'Union européenne pouvait activer. Et je dois dire que j'ai reçu, surtout de la part de ce qu'on appelle le SEAE, le Service européen d'action extérieure, la Strate 2, les gens qui s'occupent des influences, des ingérences en matière informatique, un accueil, mais vraiment très très intéressé. Et la semaine passée, le 18 janvier dernier, alors pour le moment le rapport n'est qu'en anglais, mais la Commission, sous l'égide, je ne sais pas si on voit, de la commissaire, non, on ne voit pas malheureusement, j'ai un problème, de la commissaire Maria Gabriel, en charge de ces questions, vient de sortir une boîte à outils pour précisément protéger la recherche des interférences étrangères. Donc vous voyez, en agissant au niveau national sur un pays clé comme la France, avec l'aide des universitaires, mais aussi d'ailleurs des médias, mais en agissant aussi au niveau européen. La France n'a toujours pas annoncé ses mesures, l'Union européenne, la Commission l'a devancée, et c'est très bien. Et j'engage avec mes amis parlementaires de pays extra-européens, les Australiens, les Canadiens, le même type de recherche au sein de leur Parlement, pour qu'on puisse avoir une approche la plus globale possible, parce que nous avons une conception de la liberté universitaire, de l'intégrité scientifique, qui n'est pas celle de pays qui ont été qualifiés d'illibéraux et d'autoritaires. Et donc, tout le jeu, c'est de profiter de toutes les instances et tous les niveaux si nous voulons avoir une réponse qui fasse sens et qui soit coordonnée, et si possible, l'avoir non pas à très court terme, la penser dans des mesures immédiates, mais aussi se poser plus globalement comment toutes ces stratégies d'influence, celles dans le monde académique et universitaire, s'associent au monde, aux influences économiques, politiques. Ce que nous avons noté, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, à propos de l'installation des instituts Confucius ou de certains partenariats qui sont faits avec des établissements universitaires ou des centres de recherche chinois et des universités françaises, souvent, quand j'en parle avec certains présidents d'université, ils me disent « mais j'ai découvert l'idée du partenariat comme la cerise sur le gâteau d'accords plus généraux, économiques, d'échanges de la région ou de la ville. » Alors, je sais que l'université aime avoir son indépendance par rapport à l'État, mais il n'y a pas que l'État. Je rappelle que ce sont les régions qui siègent au conseil d'administration des universités, qui contrôlent une partie de son financement. Je dis attention, l'université, les centres de recherche, la création d'un institut Confucius ne doit pas naître de l'influence et de la volonté d'un homme politique, même s'il est élu au suffrage universel, à la tête d'une région ou d'une grande ville. Vous imaginez la popularité que j'ai auprès de certains de mes collègues qui sont notamment au Sénat très impliqués à ce niveau-là, mais je crois qu'il faut le dire avec des vrais mots, il ne faut pas avoir peur, sinon de dénoncer, mais de mettre la clarté sur ces choses. Merci. Merci à vous, Monsieur Gattolin, pour ce point de vue alors qui fait bien le lien avec les interventions précédentes. On voit bien les stratégies d'influence de la Chine dont parlait Cécile Pélodex et qui, à travers les différents éléments que vous avez montrés, utilisent à la fois le pouvoir idéal, mais aussi le pouvoir économique et les faiblesses que l'on peut avoir par rapport à ces stratégies. On voit bien aussi le lien possible interparlementaire entre le travail de députés sénateurs au niveau national et puis le travail du Parlement européen à travers
le cas de la proposition de résolution que vous avez évoquée. Alors, vous avez aussi beaucoup évoqué la question des influences sur le monde universitaire. Néanmoins, c'est une très mauvaise transition puisque Camille Brugier n'est plus en poste au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle l'a été, mais elle ne l'est plus. Elle s'exprime aujourd'hui en tant qu'experte chercheuse à l'IRSEM. Camille Brugier, c'est à vous. La parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. C'est la première chose que je voulais dire. Merci à l'IEP, merci à Pacte et merci à Alpes Europe, de laquelle j'ai été en fait une membre active il y a maintenant 10 ans, car pour l'anecdote, je suis diplômée du Master Gouvernance européenne de 2012. Donc moi, j'ai été très scolaire. On m'a parlé d'un thème sur la résilience de l'Union européenne face à la Chine. Donc moi, je vais vous parler de ma spécialité, donc des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine, et particulièrement de la résilience possible de l'UE face à la Chine sur les questions commerciales. Donc, ce que je voulais rappeler, et ça a été dit, en fait, l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale du monde. Voilà. Et je pense qu'elle ne tire pas suffisamment parti de cette puissance. À mon sens, son poids commercial pourrait lui donner beaucoup plus de poids au niveau international, et particulièrement face à la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation commerciale entre l'Union européenne et la Chine aujourd'hui est la plus importante du monde. Oui, tout à fait. Donc, elle est plus importante que la relation entre les États-Unis et la Chine, et elle est plus importante aujourd'hui, depuis 2020, entre la relation commerciale qui unit l'Union européenne et son allié classique qui est les États-Unis. Donc, il y a une interdépendance commerciale entre la Chine et l'Union européenne qui est forte. Ça représente à peu près 586 milliards d'euros par an en termes d'échange de biens. Donc, si on désagrège du point de vue européen, en fait, l'État qui tire le plus profit aujourd'hui d'une relation commerciale avec la Chine, c'est l'Allemagne, puisque à peu près 40% des exports européens vers la Chine sont des exports allemands. Donc, malgré une augmentation annuelle des échanges, la relation commerciale entre l'Union européenne et la Chine a connu énormément de turbulences dernièrement. Donc, ça a commencé et ça a été présenté déjà par M. Gattolin par la sortie en fait, du document qui s'appelle le Strategic Outlook de 2019, qui a présenté la Chine comme un partenaire de coopération, un compétiteur économique, mais surtout un rival systémique. Donc là, c'était en fait la première fois depuis très longtemps qu'on mettait en avant en fait un différentiel potentiel idéologique ou de valeur avec la Chine. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine et l'Union européenne sont dans un partenariat stratégique qui va au-delà en fait de la simple collaboration économique ou commerciale depuis 2003. Donc ça veut dire que la Chine est quand même un des partenaires fondamentaux en fait de l'Union européenne au niveau extérieur. Et donc, du coup, ce changement de position de l'Union européenne, donc, qui a passé la Chine d'un partenaire à un potentiel rival systémique, ça a été permis par un déblocage au niveau de l'Allemagne. En fait, la Fédération des industries allemandes a demandé en fait, de l'aide au gouvernement allemand pour contrer les pratiques déloyales de la Chine au niveau commercial. Et donc ça, quelque part, le déblocage de la position allemande a permis le déblocage de la position européenne. Et après, s'en est suivi en cascade un ensemble de problèmes. Donc effectivement, la position du Parlement sur Hong Kong, mais aussi le 22 mars dernier, l'Union européenne qui a sanctionné les responsables chinois dans le dossier des Ouïghours. Ensuite, les contre-sanctions chinoises qui se sont appliquées à un certain nombre d'entités, dont symboliquement à des centres de recherche et des chercheurs. Le 21 mai, le Parlement européen qui a suspendu l'accord général sur l'investissement. Il faut savoir que cet accord était en négociation entre l'Union européenne et la Chine depuis 2012. Donc, il y a eu quand même 9 ans de négociation avant la signature et du coup, ça n'a pas été ratifié. Le 5 novembre, il y a eu une délégation du Parlement qui est allée à Taïwan. Le 18 novembre, il y a eu l'ouverture du bureau de Taïwan en Lituanie. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de la Lituanie. Suite à l'ouverture, alors pour la technicité, par exemple, en France,
il y a un bureau de représentation commerciale de Taipei. Taipei, c'est la capitale de Taïwan, voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle dans les autres pays d'Europe. Et en Lituanie, en fait, il y a un pas qui a été franchi, en tout cas du point de vue de la Chine, puisque c'est vraiment le bureau de représentation de Taïwan et pas de Taipei. Et donc, du coup, en fait, la Chine a menacé la Lituanie de sanctions commerciales. Mais en fait, la Chine n'a jamais officiellement dit qu'elle appliquait des sanctions. Voilà. Par contre, c'est l'Union européenne et la Lituanie qui se sont rendus compte que les biens lituaniens étaient bloqués à l'import, donc la Chine refusait de les importer. Et par ailleurs, ça s'est étendu à d'autres États de l'Union européenne, puisque la Chine a commencé à bloquer des produits européens, donc non lituaniens, mais qui avaient des parties ou des composants lituaniens. Voilà. Donc le 27 janvier, c'est-à-dire hier, c'est tout frais, il y a le couperet qui est tombé. La Commission a porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour discrimination illégale. Et donc, du coup, pour l'instant, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, on en est à l'étape des consultations. Donc, en fait, quelque part, c'est 60 jours où, dans le cadre multilatéral, l'Union européenne et la Chine vont essayer de s'expliquer. Si à la fin de ces 60 jours, la Chine et l'Union européenne n'ont pas trouvé d'accord, dans ce cas-là, on passe au contentieux. Voilà. Donc, ce qui se passe, en fait, si vous voulez, si on regarde l'histoire de la relation commerciale entre l'Union européenne et la Chine, l'Union européenne et la Chine sont très peu allées au contentieux au niveau multilatéral. Ce qui la distingue, en fait, de la relation entre, par exemple, les États-Unis et la Chine, qui vont très, très facilement au contentieux multilatéral. En fait, la plupart du temps, la Chine et l'Union européenne, jusqu'ici, ont réussi à régler leurs conflits commerciaux au niveau bilatéral. Et quand ils n'y arrivaient pas, en général, ça se réglait au niveau de la consultation, donc le stade auquel on en est sur la question lituanienne actuellement. Et en fait, cet aspect-là, c'est un des aspects qui différencie la relation entre l'Union européenne et la Chine par rapport à une relation entre les États-Unis et la Chine. Le changement majeur, c'est un changement qui a été opéré au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est très important. En fait, jusqu'ici, donc jusqu'à 2019-2020, la relation entre la Chine et l'Union européenne, donc le partenariat stratégique, était très institutionnalisé, même si c'était informel, en 3 piliers. Le premier pilier, c'était les questions de défense, de politique et de droits humains. Donc, c'était sous forme de dialogue, mais qui était vraiment compartimenté dans un pilier. Le deuxième pilier, c'est les questions commerciales, les questions de standards, les questions technologiques. Et le troisième pilier, c'est les échanges humains, donc par exemple les échanges d'étudiants, les échanges culturels, ce genre de choses. Voilà. Donc, en fait, quelque part, on avait isolé le commerce des questions politiques, des questions de défense et des questions des droits de l'homme, vraiment institutionnellement. Ce choix avait été fait en 1995 et puis après, globalement de façon institutionnelle en 2003 par l'Union européenne, après avoir vu en fait que, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1989, il y a eu l'affaire Tiananmen en Chine et après, l'Occident, de manière générale, a mis un embargo sur les armes sur la Chine pour la forcer à être, comment dire, à s'améliorer au niveau du respect des droits de l'homme. Et en fait, globalement, cet embargo a eu relativement peu d'effet. Et suite à ça, en fait, l'Union européenne a décidé d'essayer une autre approche, c'est-à-dire d'essayer d'engager la Chine au sein de dialogues sur les droits de l'homme, sans pour autant mêler le politique et l'économique. Voilà, donc ça, c'est un choix qui a été fait autour de 1995, qui a été vraiment institutionnalisé en 2003 au sein du partenariat stratégique. Et aujourd'hui, on est revenu là-dessus. Très clairement, depuis 2019, on commence à remettre des questions politiques et les questions commerciales ensemble. Voilà, donc ça, c'est un choix de l'Union européenne qui ressemble beaucoup plus au choix américain, qui, lui, n'a jamais bougé. C'est-à-dire que les Américains ont fait le choix, eux, de mêler politique et économie tout le long. Donc, quelque part, on a un changement de gestion qui est vraiment très net de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, ce n'est pas un État comme les États-Unis ou comme la Chine, en fait. La Chine et les États-Unis n'ont aucun scrupule aujourd'hui à aller contre le droit international. Donc, du côté des États-Unis, c'était le cas sous Trump de façon très claire, mais Biden, en fait, au niveau commercial, n'est pas revenu sur toute la politique commerciale de Trump, ce qui veut dire qu'au niveau multilatéral,
le multilatéralisme est vraiment comment dire, promu et soutenu quand ça arrange les États-Unis. Voilà. Donc l'Union européenne, elle, pour le moment, elle souhaite garder sa réputation d'institution en fait, qui respecte le droit et le droit international. Et je pense qu'en fait, ça, c'est sa meilleure carte. L'UE, pour le moment, elle a comment dire, une protection interne qu'elle est en train de densifier, parce qu'elle travaille, par exemple, sur la réforme de son outil anti-dumping. Ça a été dit tout à l'heure, il y a eu une procédure de filtrage des investissements directs étrangers. Il y a une procédure anti-subvention à l'export. Il y a aussi aujourd'hui une réflexion autour de l'anti-coercition économique qui vise, sans le dire, la Chine. Donc ça, c'est les outils de protection de l'Union européenne en interne quand la Chine arrive sur son marché. Mais il faut surtout que quelqu'un, en fait, soutienne le fait de régler des différends au niveau multilatéral. Et aujourd'hui, en portant plainte à l'OMC, qui vraiment est une institution, et ça a été dit avant, qui a besoin d'être réformée et qui n'est pas vraiment tout à fait efficace aujourd'hui, mais le fait de porter plainte là-bas, ça la soutient. Et ça permet d'éviter, si vous voulez, des escalades. Parce que le risque au niveau commercial, c'est qu'on se retrouve avec la Chine dans une escalade comme on l'a vu avec les États-Unis. Très clairement, voilà, la guerre commerciale que vous avez vue en 2018 avec les États-Unis, c'est tout à fait possible avec l'Union européenne. Et donc, du coup, en portant plainte, quelque part, on sort de ce schéma-là. C'est-à-dire que l'Union européenne, au lieu de mettre en place, par exemple, des contre-sanctions qui deviendraient illégales, qui sont illégales, eh ben, elle décide de porter plainte. Et je pense que ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire, à la fois pour soutenir le libéralisme économique, si c'est son souhait, mais aussi pour, quelque part, faire prévaloir le droit dans les relations internationales. Et je m'arrêterai ici. Merci beaucoup à Camille Brugier pour cette troisième intervention très complémentaire, peut-être quatrième intervention, très complémentaire des trois précédentes, avec un focus sur les aspects plus commerciaux et peut-être aussi, eh bien, on voit à travers cette intervention la possibilité d'évolution déjà entamée de la part de l'Union européenne, de réorientation de son approche à l'égard de la Chine. Alors, je pense qu'il est temps de passer la parole à l'audience pour quelques questions, en commençant éventuellement par celle de la salle. Si quelqu'un veut poser la première question, qui est, comme on le dit souvent, toujours la plus difficile à poser. Alors. Bonjour, donc ma question concerne Taïwan. On a vu à quel point l'Union européenne était particulièrement liée avec la Chine sur plein de domaines différents. Comment est-ce qu'elle pourrait réagir si jamais la Chine mettait à exécution sa menace sur l'île de Taïwan? Est-ce qu'elle aurait seulement la marge de manœuvre nécessaire pour faire un vrai geste, pour réaffirmer ses valeurs, comme les États-Unis ont annoncé vouloir le faire en cas d'invasion chinoise? Alors, pour la réponse, je vous laisse vous proposer selon Monsieur Gattolin. Oui, bon, il se trouve que je suis d'assez près les questions de Taïwan et c'est vrai que j'étais à l'initiative de la résolution qui avait été faite sur la place de Taïwan au Sénat, qui a été reprise à l'Assemblée nationale dans les organisations internationales. Moi, il ne faut pas se cacher, la capacité d'intervention militaire, malgré tout, les grands discours sur l'Indo-Pacifique de la France et de l'Union européenne sont extrêmement réduits. La rupture du contrat des sous-marins australiens et la création de l'AUKUS, c'est-à-dire cette alliance entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est d'abord une réponse de capacité militaire. Et la capacité militaire, ce sont les États-Unis qui les ont. Les capacités de renseignement, en partie, c'est le Royaume-Uni. Et l'Australie, c'est l'espace avancé à proximité du territoire de Taïwan et de la Chine. Donc, je suis personnellement, et je suis un grand soutien
à Taïwan, très dubitatif sur la capacité des Européens face à ce type de crise qui surviendra parce qu'elle fait partie des intérêts et de la volonté, je dirais, hégémonique de la Chine à horizon 2049. Ce qu'il faut savoir, c'est que Taïwan, la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale sont des mers très très basses, où il y a très peu de profondeur. Aujourd'hui, la Chine a déjà la première flotte de sous-marins. Elle est persuadée que, comme les États-Unis d'ailleurs, que le prochain éventuel grand conflit se passera sous les mers ou dans l'espace. Ce ne sera plus les chars qui débarqueront, comme il y avait l'idée des chars russes qui débarqueraient à Paris, etc. Donc c'est là où sont les grands enjeux. Aujourd'hui, la Chine a une flotte sous-marine considérable qu'elle peut guère utiliser parce que ces sous-marins sont pratiquement visibles à l'œil nu d'un satellite quand ils naviguent dans la mer de Chine méridionale. Et l'avantage de la position de Taïwan, de l'île de Formose, c'est que sur sa partie orientale, elle passe de 3000 mètres à très rapidement moins 4000 mètres et que sur l'ouverture pacifique, le débouché réel maritime de la Chine d'un point de vue stratégique, c'est Taïwan. Après, il y aura, je pense, une crise en plusieurs étapes. Il y a d'abord la revendication depuis 1949, réaffirmée en 1959, de deux îles qui appartiennent à Taïwan, en tous les cas à la République démocratique de Taïwan, qui sont à proximité des côtes. Je pense que si la Chine veut marquer, elle risque de le faire dès cette année, son influence et son poids, elle doit faire une expédition dans ces deux petites îles qui sont très peu peuplées. Elle joue aujourd'hui un jeu de stratégie rapproché, même si les intérêts sont très, sur le plan économique, politique, d'influence divergents avec Moscou et avec Poutine. Le risque, c'est que chacun s'entraîne à des crises multigéographiques. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une offensive dans une partie du Donbass côté russe, en même temps qu'il y ait une intervention chinoise sur des petites îles taïwanaises, en même temps qu'il y aurait, pourquoi pas, aussi des mouvements d'ampleur en Afrique subsaharienne. C'est ce que les États-Unis ne veulent pas. Les États-Unis ont décidé de concentrer toute leur stratégie sur la Chine pour faire un bras de fer. Les Américains ne sont pas partisans. J'ai échangé avec un certain nombre de responsables du Conseil de sécurité américain. Ils ne sont pas partisans d'une guerre ouverte, mais ils disent si dans le rapport de force, aujourd'hui avec la Chine et surtout le pouvoir mis en place par Xi Jinping, on ne montre pas que toutes nos capacités extérieures sont focalisées sur le pays et sur la zone, nous avons perdu d'avance. Le retrait anticipé d'Afghanistan, la tentative en septembre, pour le moment avortée, de calmer les jeux avec Vladimir Poutine, la non-volonté américaine de s'impliquer dans le Sahel, même s'ils suivent de près la situation, répond à cette politique de rapport de force, de bras de fer pour éviter un conflit et faire rabattre, je dirais, les velléités, notamment portées par Xi Jinping aujourd'hui, sachant qu'au sein du pouvoir chinois, il n'y a pas de critique officielle, visible, mais un certain nombre de gens très importants, y compris dans l'administration chinoise et au sein du Parti communiste chinois, trouvent qu'il y a une part d'aventurisme dans la stratégie assez violente et arrogante, qui est moins celle de l'État chinois que celle du Parti communiste chinois, qui est maintenant, lui, totalement sous la main de Xi Jinping. Donc malheureusement, la capacité de la France ou d'autres pays, c'est de renforcer la présence diplomatique, la reconnaissance de Taïwan, de développer, comme on le fait par exemple en France, des partenariats économiques de plus en plus denses. Pourquoi pas oser un accord d'investissement économique entre l'Union européenne et Taïwan, ce qui serait alors pour le coup une petite provocation, mais qui serait une réalité par rapport à la République populaire de Chine. Malheureusement, pour bien connaître nos différents gouvernements européens, je ne les vois pas envoyer des troupes ou une flotte sérieuse pour contrer une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine continentale.
Merci beaucoup pour cette réponse très, très approfondie. D'autres questions du côté de la salle? Oui. Moi, j'avais une question parce que Madame Brugier, vous aviez abordé l'implication de la Lituanie, notamment par rapport à Taïwan, en accueillant la représentation de Taïwan au sein de l'Union européenne. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez, si vous pouviez donner un peu plus d'informations, comment vous expliquer que ce soit la Lituanie en particulier qui accueille cette représentation de Taïwan, et notamment quand on voit aussi, par exemple, qu'il y a eu l'accueil en Lituanie également de Svetlana Tikhanovskaya après les événements en Biélorussie, par exemple. Oui, je peux répondre, Fabien? Tout à fait. Alors, pour la Biélorussie, ça, je ne saurais pas dire, en fait. Par contre, sur Taïwan, ce qui est sûr, c'est que en tout cas pour la Lituanie, si vous voulez, c'était pas très coûteux commercialement, en tout cas dans les calculs initiaux, parce que la Lituanie exporte que très peu vers la Chine. Elle n'importe pas énormément, donc elle pensait en fait qu'elle n'allait pas être impactée de façon monumentale. Après, c'est quand même mal connaître la façon d'agir de la Chine, parce que la Chine commercialement, par exemple, si la France lui pose problème, elle va attaquer l'Allemagne. Hein? Donc globalement, c'est comme ça qu'elle procède, et comme ça, l'Allemagne va voir la France et va lui dire: il faut absolument que tu fasses quelque chose parce que moi, j'ai vraiment des problèmes à cause de ce que tu fais. Et du coup, ça pose des... Comment dire du coup, ça contraint quelque part les États qui ont envie d'être... je ne sais pas si ce mot existe en français, mais qui ont envie d'être assertifs, parce que du coup, quand ils agissent, ça implique en fait immédiatement l'ensemble des autres États, et en fait ils ne vont pas particulièrement en subir le coup, ça va être les autres qui vont subir le coup. Voilà. Donc du coup le fait que par exemple la Chine décide d'exclure, de dire aux États européens: on ne prend pas vos imports s'il y a des composants lituaniens dedans, c'était assez prévisible. En fait, c'est des choses qu'elle a déjà fait par le passé. Après, la question de Taïwan, parce que quand même ma spécialité à la base, c'est la Chine. La question de Taïwan, il faut quand même rappeler que c'est extrêmement sensible en Chine. C'est-à-dire que si vous parlez de Hong Kong, du Xinjiang, ce sont des questions sensibles, mais la question de Taïwan, elle est vraiment 3 crans au-dessus. Hein. Voilà, c'est une question qui vraiment fait énormément grincer les dents le parti, l'État, mais également la population, puisqu'ils ont été éduqués à penser que Taïwan fait partie de la Chine. Donc, ils ont vraiment l'impression d'être attaqués dans leur souveraineté. Hein. Et ça, cet élément-là, il est vraiment important à prendre en compte par rapport à, par exemple, voilà, les questions de Hong Kong ou du Xinjiang. La question taïwanaise est vraiment particulière en Chine. Duo, qui voulait aussi réagir sur ce point. Oui, juste d'abord pour concorder, ça c'est la bonne vieille formule: diviser pour mieux régner. Ça, les Chinois effectivement sont maîtres en essayant de diviser l'Union européenne, comme vous aviez dit, de cette façon-là. On n'attaque pas directement le pays concerné, mais on essaie de désolidariser les autres de ce pays-là. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit aussi, M. Gallotin. On n'intervient déjà pas dans notre voisinage, donc on ne va sûrement pas intervenir à Taïwan, ça c'est certain, mais c'est même pas comme ça que l'Union européenne n'est pas une puissance militaire, il faut se rendre à cette évidence, mais nous avons d'autres moyens d'action. Merci Madame Brugier d'avoir rappelé que le Parlement avait envoyé une mission à Taïwan. J'avais oublié, je voulais le lire après. Effectivement, alors ce n'est pas encore l'artillerie lourde, hein, mais c'était la première fois, et ça ne se serait pas passé il y a quelques années, il y a même 2 ans. C'est vraiment alors c'était une commission temporaire sur la désinformation. C'est un peu mettre le doigt de pied dans l'eau, hein. Ce n'est pas encore le grand bain envoyé de la Commission des Affaires étrangères. Ça n'a évidemment pas du tout plu aux Chinois. On a une collection de lettres, vous pouvez imaginer.
Mais la provocation la plus grande du Parlement européen jusqu'à maintenant, autant il peut être très fort et très déclaratif dans des résolutions politiques, mais le plus grand affrontement, c'était d'inviter le Dalai Lama. Ça marche bien aussi hein, comme technique, mais là, Taïwan, c'est vraiment une première. Les Américains sont allés très peu de temps après. Et ça, pour l'anecdote, c'était une dernière vision entre le président Sassoli et Nancy Pelosi. C'était un peu « Ah, vous avez gagné, vous étiez les premiers ». Petite fierté de chez nous, mais franchement, sérieusement, on voit le changement. Jusqu'à maintenant, au Parlement européen, alors que, comme je vous ai dit, on est quand même très ouvert sur éventuellement des attaques assez frontales à la Chine. Taïwan, ça restait effectivement une question extrêmement sensible, ça restait les amendements de quelques députés amis de Taïwan. On sent la sympathie pour Taïwan gagner au fur et à mesure qu'on sent la critique et justement ce rôle de critique politique aussi de l'action de la Chine augmenter. Et ça se sent énormément sur ce mandat, c'est-à-dire ces 2 dernières années. Et je pense que pour la Lituanie, c'est aussi dans cette optique. C'est de plus en plus de pays. La Lituanie fait aussi partie des déçus des routes de la soie. Beaucoup de pays sentent que d'abord, la Chine ne leur donne pas ce qu'ils attendent. Et voilà, la sympathie pour Taïwan gagne. Et on voit maintenant que c'est beaucoup plus, pour utiliser un bon mot français, mainstream dans les partis politiques et suivant les délégations nationales que ça n'était encore il y a 2 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va gagner dans l'avenir aussi. Et c'est aussi comme un peu moyen de pression ultime sur la Chine. Merci, Monsieur Gattolin. Oui, alors il se trouve que j'échange depuis pas mal d'années avec les représentants lituaniens. J'étais encore hier avec les parlementaires lituaniens et j'étais avec leur gouvernement la semaine passée. Et je leur ai suggéré de demander à l'Union européenne d'agir auprès de l'OMC. C'était donc, je connais très bien ce pays, c'est vrai, c'est leurs intérêts vis-à-vis de la Chine, ils ne s'attendaient pas à de grandes sanctions. En même temps, je crois que ce qui a provoqué la surréaction de la Chine, c'est la sortie de la Lituanie du 17+1. Ça a été peu apprécié. Pourquoi les Lituaniens en sont sortis ? C'est qu'ils pensaient que la Chine pouvait être une alternative à l'influence russe. Je rappelle quand même que 40% de la population de Riga et des villes lituaniennes est russophone. Donc il y a une tentation qui ne se limite pas de la part de la Russie d'influence sur l'Ukraine ou d'autres anciennes républiques de l'Union soviétique, mais qui regarde de très très près la Lituanie. Et la Lituanie, comme de nombreux pays de l'Europe orientale, se sont toujours sentis déconsidérés par l'Europe. Ils sont entrés dans l'Union européenne, ils ont été acceptés, mais ils ont l'impression que leurs inquiétudes historiques vis-à-vis de la Russie, que ce soit bien sûr l'ancien empire soviétique, mais aujourd'hui la politique de Vladimir Poutine les inquiète. Et ils ont vu une montée de connivence entre la Russie et la Chine qui les inquiète. C'est-à-dire là où la Chine promettait des investissements, il y a eu une réunion en février de l'an passé du 17+1 qui s'est très très mal passée, où la plupart des pays des 17 ont envoyé des hauts fonctionnaires, n'ont même pas envoyé de ministres. Il n'y a que 6 pays qui ont envoyé des ministres. Et le président Xi Jinping, en visio, avait décidé d'être présent. Et là, ça a été un peu la curée de la part de ces pays, parce que ils ont dit clairement qu'énormément de promesses économiques leur avaient été faites et qu'elles n'avaient pas été tenues. Et deuxième élément qui a joué, c'est aussi les pressions américaines. Moi, je discute beaucoup avec l'administration américaine, qu'elle soit les républicains ou les démocrates. Ils nous disent pendant longtemps, on a conservé une influence après la chute du mur avec ces pays. Quand ces pays sont entrés dans l'OTAN et qu'ils ont adhéré à l'Union européenne, nous sommes désengagés. Et nous nous sommes rendus compte que l'Union européenne n'avait pas joué le rôle d'implication suffisamment fort. Je ne parle pas en termes économiques de marché, parce que l'Union européenne sait très bien faire, mais en termes politiques, en disant qu'est-ce qu'on vous propose comme alternative de défense, de penser une géopolitique qui soit pas simplement tournée vers la Méditerranée, mais qui ne soit pas simplement une soi-disant politique de voisinage, mais quelque chose de beaucoup plus, je dirais, ferme et consolidé
dans leurs préoccupations, et notamment leurs préoccupations à l'égard de la Russie. Mais ça vaut aussi pour des pays comme la Finlande, qui aujourd'hui sont terriblement inquiets de la montée des tensions. Je crois que ce mélange de choses, rapprochement tactique entre la Russie et la Chine d'une part, déception à l'égard de la Chine, parce que la Chine a voulu diviser l'Europe, faire nombre, et s'il y a des pays qui les intéressent, notamment comme la Grèce, évidemment la Hongrie, et les pays des Balkans orientaux pour leur fameuse route de la soie, autant des pays comme les pays baltiques n'avaient pas beaucoup d'intérêt stratégique, et donc ils ont très peu donné, ils ont très peu reçu, et il y a en retour une volonté de reconnaissance et de demande de solidarité. C'est pour ça que ce sont les responsables lituaniens qui ont agi auprès de la Commission en leur rappelant les règles du règlement, puisque l'Union européenne a refusé de reconnaître en 2015 la Chine comme une économie de marché. Elle a un statut de pays en développement, ce qui fait qu'en termes d'ailleurs de rétorsion économique pour dumping, elles sont beaucoup plus importantes en gardant ce statut-là, qui correspond à la réalité, puisque ce n'est pas une vraie économie de marché, qu'en lui donnant le statut d'économie de marché. Donc c'est, je crois, le meilleur levier que pouvait avoir la Lituanie au sein de l'Union européenne pour la mobiliser face à la Chine par rapport à une réglementation de l'OMC qui a été discutée pas par les États membres, mais par la Commission européenne. Et je voulais souligner ici qu'une des personnes qui a joué un rôle essentiel historiquement dans cette révision de la vision de la politique commerciale, c'est Cecilia Malmström quand elle était commissaire au commerce, alors que son prédécesseur, M. de Gucht, avait promis à la Chine, sur son propre nom, qui lui accorderait le statut d'économie de marché. Donc vous voyez, il y a tout un jeu, et je pense que les Lituaniens ont bien joué parce qu'ils sont sur la question qui est le cœur de métier de l'Union européenne, de sa légitimité, c'est celle du marché unique et celle de contrôler les grands accords commerciaux internationaux, et l'Europe se retrouve aujourd'hui devant ses responsabilités, et c'est, je dois bien le dire, y compris en Allemagne, c'est jugé à son corps défendant parce qu'elle ne peut pas faire autrement légalement que véritablement l'idée de soutenir la Lituanie dont, je suis désolé là aussi de le dire, la plupart des pays européens se fichent complètement. Merci. Alors je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il y a une question, oui, de ce côté, deux questions. On va peut-être reprendre ces deux questions en même temps pour ensuite laisser l'opportunité aux intervenants de répondre. Alors, ma question, elle est un petit peu large, elle n'a même pas forcément une réponse très précise, mais vous avez parlé du programme des routes de la soie de la Chine. Et dans ce programme, il y a notamment des emprunts où la Chine est créancière. Elle fait de la dette un instrument du coup, au service de sa puissance. Et bien souvent, ça s'avère être un piège finalement pour obtenir des concessions stratégiques. Je pense notamment à un port au Sri Lanka qui a été finalement, comment dire, qui désormais appartient à la Chine parce que le Sri Lanka n'a pas pu recouvrir sa dette. Donc finalement, est-ce que finalement, si des pays de l'UE venaient à contracter des emprunts avec la Chine, des emprunts de ce type, ça pourrait gangréner et diviser l'Union européenne? Et est-ce qu'il existe finalement des mécanismes de protection de l'UE pour protéger les États membres de l'influence chinoise? Voilà, si vous voulez bien, on va prendre tout de suite la seconde question. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, ma question concernait la Russie, particulièrement avec l'actualité. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas intéressant que l'Union européenne ne se tourne pas vers la Russie ou qu'elle reste plutôt dans cet état d'esprit diplomatique de ne pas négocier avec le diable qui est la Russie, dans le sens où
effectivement, vous avez rappelé que la Russie, pour le moment, se rapproche de la Chine, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'elle voit des portes fermées à l'ouest et donc elle se tourne forcément vers l'est? Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'un point de vue diplomatique et économique aussi, puisque les routes de la soie passent aussi par la Russie, de faire une zone tampon en fait, entre un peu l'Union européenne et la Chine par la Russie, et de tourner davantage l'Union européenne vers finalement l'acteur russe, d'autant que la Chine est relativement aussi entre l'Inde, la Corée du Sud, le Japon ou encore Taïwan, et les États-Unis aussi, un peu encerclés en fait. Donc est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller vers le côté russe? Merci. Voilà, et si je peux ajouter une question et abuser du fait que j'anime cette table ronde, aussi dans l'idée à partir du cas chinois, essayer de tirer des conclusions générales pour l'Union européenne. Bon, il y a une idée qui est souvent, une critique qui est souvent adressée à l'Union européenne, c'est celle de la naïveté de son action extérieure, et qui peut se prendre des formes diverses sur le plan des échanges commerciaux. Cette volonté de promouvoir le multilatéralisme, le libre-échange, alors que tous les acteurs ne sont pas dans cette dynamique-là, ou alors sur le plan plus de la réelle politique, le fait d'être confronté à des acteurs, comme la Chine, on a utilisé à plusieurs reprises, j'ai entendu, diviser pour régner, et donc des acteurs qui ne sont pas dans une logique collective, mais qui vont plutôt utiliser la diversité de l'Union européenne, essayer d'en tirer avantage. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une naïveté de l'Union européenne en tant qu'actrice des relations internationales qui se traduit sous ces différentes formes et qui, d'une certaine manière, l'empêche de peser? Voilà, qui veut intervenir en premier? Oui, sur la question des investissements et du problème de tomber dans une dette sans fond, il y a bien sûr un grand risque pour certains États de l'Union européenne. Et une des réponses de l'Union européenne, c'est celle dont j'ai parlé dans mon introduction, c'est ce plan de relance, et c'est un plan spécifique d'investissement qui vient contrecarrer l'attractivité que pourrait avoir la Chine vis-à-vis de ces propositions chinoises. Il y a aussi plus d'informations qui est communiquée par rapport à la réalité des promesses chinoises, où parfois les chiffres sont un peu confus et où il y a une confusion entre des dons et des prêts, et puis des promesses qui ne sont pas tenues, et ce qui a contribué à une certaine désaffection de certains pays d'Europe centrale et orientale pour le partenariat avec la Chine. Donc sur ce point-là, l'Union européenne a très bien réagi, rapidement. Alors, de façon très synthétique sur les trois questions. Sur la dette, effectivement, c'est un très excellent point. La première bataille d'influence, vous ne vous rappelez peut-être pas, vous étiez trop jeune, mais il y a 10-15 ans, c'était sur la Chine en Afrique avec l'Union européenne. L'Union européenne, quand même largement financée, tous les États africains avec une aide de développement qui est la plus importante du monde. L'Union européenne, c'est-à-dire la dimension européenne plus les États membres. Maintenant, ces États se rendent compte que la Chine revient avec l'addition, parce qu'effectivement, ce n'était pas des prêts et des dons comme l'Union européenne, largement, mais c'était des prêts. Et certains pays se retrouvent complètement engorgés. Et effectivement, maintenant, l'addition, ce n'est pas seulement une addition financière, c'est aussi une addition politique. Donc ça, c'est un vrai danger. Effectivement, c'était tout l'enjeu du plan de relance, parce qu'on a très bien vu ce qui s'est passé lors de la crise financière en 2008. Certains pays, la Grèce, mais aussi le Portugal, ont dû solder leurs infrastructures à la Chine. Et là, effectivement, c'était toute l'Europe qui se retrouvait dans la situation. Après, comme vous parliez de Horizon 2020, mais c'est aussi vrai avec tous les financements, il faut se méfier qu'effectivement, quand on les chasse par la porte, ils ne reviennent pas par la fenêtre par les financements. Ça, c'est une autre chose. Pour répondre à vos questions sur la naïveté, oui, l'Union européenne est très souvent naïve. Le multilatéralisme, c'est fantastique, mais on ne peut pas jouer tout seul.
Et au bout d'un moment, il faut éviter que la naïveté confine à la bêtise quand on devient isolé à jouer ce jeu sans partenaire. Et c'est là où vous disiez que l'Union devait devenir, effectivement, je ne connais pas le mot en français non plus, plus assertive, beaucoup plus volontaire, on va dire, et fière de sa puissance, même pas fière, mais consciente de sa puissance et de ses valeurs. Sur la Russie, je ne suis pas une spécialiste, j'ai une collègue qui est la spécialiste, mais elle est partie. Oui, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que toutes les démarches qui ont été faites auprès de la Russie ont toujours échoué. La moindre offre à Poutine est toujours déclinée et nous affaiblit encore plus. De toute façon, Poutine ne veut pas de l'Union européenne. C'est le même jeu en plus proche que la Chine. Il veut diviser l'Union européenne. Il ne veut pas de l'Union européenne, il ne veut pas l'Union européenne comme interlocuteur. Et il cherche aussi à l'affaiblir en s'adressant directement aux États membres. Et on voit que toutes les politiques de main tendue ne fonctionnent pas. Si vous avez une solution, nous sommes preneurs. Monsieur Gattolin, peut-être? Oui, alors juste pour revenir sur la question de l'endettement, oui, c'est une stratégie en gros, l'espace européen, Union européenne plus pays, c'est 173 milliards par an à l'Afrique. Les États-Unis, c'est aux alentours de 70-75 milliards. La Chine, les derniers chiffres, c'était 34 milliards. On parle de dons ou de prêts à taux zéro. La Chine pratique effectivement des prêts très ouverts, mais à des taux usuraires. L'autre aspect, alors on s'inquiète beaucoup des ports du Pirée, de Gênes, de Venise ou des ports portugais. La prochaine grosse affaire, c'est le port de Tanger au Maroc. Le Maroc a un statut d'association, de relations particulières avec les pays européens. Aujourd'hui, le port de Tanger, qui veut devenir le grand port numérique sur cette façade-là, port Mohamed VI, du nom de son souverain, la Chine vient de prendre 35% du capital. Quand un réfugié ouïghour au Maroc est expulsé vers la Chine en dépit des protestations de tout le monde, c'est très clairement une question d'influence. Le Maroc, comme il se rend compte que l'Union européenne, y compris la France, commence à avoir quelques petits soucis sur ses pratiques, sa relation, y compris à l'islam, d'exporter les salafistes en Europe, d'envoyer ses étudiants à l'étranger plutôt que de créer des centres universitaires sur place, voit dans la Chine une opportunité réelle. Pour la Russie, moi j'ai le même principe, je pense que la Russie est européenne, mais ce n'est pas ce que pense M. Poutine. En même temps, M. Poutine n'a qu'une alliance de circonstances et tactique avec la Chine. Je vais prendre deux exemples. Il y a eu la volonté de la Chine de créer un consortium de fabrication d'avions civils moyens et long courriers pour concurrencer Boeing et concurrencer évidemment Airbus. La Chine a racheté il y a 8 ans la deuxième société de leasing d'aviation aux États-Unis. C'est des sociétés, quand on dit cet avion flotte pour Air France, ce n'est pas Air France qui en est le propriétaire, c'est une société de leasing qui l'achète, qui la loue à Air France. Donc ils avaient une grosse stratégie. Ils devaient travailler avec les Russes de Tupolev. Très rapidement, les Russes protègent leur technologie, se méfient de la Chine, ça a échoué. Deuxième élément, vous regardez la situation où sont les ogives nucléaires russes aujourd'hui. Elles sont très peu orientées vers l'Europe. Elles sont orientées vers la frontière chinoise. La Chine, en Arctique, puisque je sais que Mme Pelodex travaille beaucoup là-dessus, s'intéresse beaucoup. Quand il était décidé, la Russie a eu besoin de créer son centre d'extraction de gaz liquide dans la presqu'île de Yamal, où qu'elle a fait appel à des sociétés françaises comme Total et Technip, en période d'embargo, avec un système où on n'utilise pas le dollar, mais un équivalent dollar. C'est la Chine qui a fabriqué les installations. Moi, j'ai rencontré des gens de Total qui avaient travaillé en Chine et qui travaillaient sur la presqu'île de Yamal pour ces installations, me disaient les relations entre les Chinois et les Russes sont exécrables. La grande inquiétude, le fait que M. Poutine ait une forme de parano d'ancien patron des services secrets, fait qu'il n'a aucune confiance à long terme envers la Chine. La population russe
à un sentiment européen et pro-européen qui est masqué derrière un sentiment nationaliste, de recomposition d'une puissance russe. Mais la stratégie de M. Poutine n'est pas à long terme compatible avec celle de la Chine parce qu'il sait qu'il sera dévoré. En Mandchourie, par exemple, quand vous demandez aux représentants chinois pourquoi il n'y a pas de consulat dans la Mandchourie russe de la Chine, la réponse des officiels, c'est vous dire, mais on est déjà chez nous, la population est chinoise. Les Russes ne vont pas nous embêter. Donc je crois que l'idée, je le disais, il peut y avoir des accords tactiques, c'est-à-dire qu'en même temps, M. Poutine peut faire une opération dans le Donbass ou en Ukraine, en même temps que la Chine crée diversion par rapport aux États-Unis, mais je ne les vois pas avancer la main dans la main. Après, sur la naïveté, il n'y a pas que l'Union européenne qui est naïve, la France a été naïve, et on sort à peine de la naïveté. Moi, je suis étonné quand on fait une nouvelle directive, proposition de directive très intéressante, pour lutter contre les aides publiques extra-européennes. Vous prenez le rapport qui a été présenté en mai dernier par 3 commissaires européens et la présidente de la Commission. La Chine n'est pas citée une seule fois. Le rapport fait référence à quoi? Il fait référence à un rapport de juin ou juillet 2020 de la Cour des comptes européenne qui est uniquement consacré, qui dit 90% des aides publiques cachées extra-européennes viennent de Chine. On n'ose même pas dire le mot de Chine au niveau de la Commission européenne parce qu'on a peur de créer... Alors le Parlement européen le fait, mais je crois qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. La France prend des mesures de protection, mais dit à chaque fois « Ah non, non, mais on ne vise pas la Chine ». Mais à un moment, je trouve qu'il y a une naïveté aujourd'hui de considérer qu'on peut être en même temps partenaire, concurrent et rival systémique quand nous avons un pays qui pense toute son influence, toute sa logique de coercition de manière systémique, depuis le culturel jusqu'au militaire. On ne dissocie pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commercer avec la Chine, mais il faut arrêter d'avoir cette schizophrénie ou cette triso-schizophrénie de considérer que sur le multilatéralisme, la Chine est un allié parce qu'ils sont dans les accords de Paris alors qu'ils ne le respectent pas. Mais donc, nous leur servons la soupe à chaque fois, y compris la France co-organise la conférence des partis sur la biodiversité pour faire plaisir à la Chine. Je pense qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. Soit la problématique est globale, soit elle est segmentée, mais croire qu'elle est segmentée de la part de la Chine, elle ne l'est absolument pas. Elle est à tous les niveaux dans une logique de domination. Et l'IRSEM a fait un très beau rapport en parlant de moments machiavéliens dans les influences. On est passé d'une politique de séduction, de conviction, etc., à une volonté d'imposer son pouvoir et sa coercition par la Chine. Quand l'ambassadeur vient devant l'Assemblée nationale et pendant 4 heures les abreuve leur expliquer que la France est un pays idiot et qu'ils n'ont rien compris à la Chine, et que la Chine est plus forte et que la France, en gros, n'existe pas, n'a qu'à dire oui, ça devient... Je pense, on se glose de termes de souveraineté. Il y a un moment, il faut simplement dire les choses et le dire un peu plus clairement. Et ce n'est pas que l'Union européenne qui est problématique, c'est aussi les différents pays de l'Europe. Dernier exemple, les Pays-Bas, qui étaient considérés comme des pays les plus accueillants pour la Chine, parce que port de Rotterdam, pays de commerçants, c'est un peu comme les Allemands, quand le business devant tout. Eh bien, là, depuis 2 ans, il y a un retournement complet des Pays-Bas vis-à-vis de la Chine, parce que d'une part, leur principale société de haute technologie s'est fait pirater tous ces contenus, ce n'est pas des données personnelles, c'est la recherche technologique. Et deux, les Pays-Bas, le gouvernement s'est rendu compte que le port de Rotterdam, le plus grand port d'Europe, 13% de son PIB, il y avait des tentatives, et qui ne sont pas d'ailleurs toutes échouées, de prise en main du port de Rotterdam par la Chine. Parce qu'elle se dit, après tout, c'est le meilleur vecteur pour entrer, plutôt que de créer des routes de la soie. Et l'alternative, c'est de dire, je fais une ligne Pirée, Belgrade, Budapest, et j'arrive dans le hinterland industriel allemand. Comme ça, j'affaiblis le port de Rotterdam. Moi, je suis fasciné de voir que quand je parle avec les représentants néerlandais, ils ont pris conscience stratégique de cette situation, essayer de trouver auprès des représentants français une vision aussi stratégique sur les politiques d'influence
qu'il y a chez nous. Donc nous sommes aussi, nous, en tant que Français, encore très naïfs par rapport à la situation. Camille Brugier. Je vais intervenir rapidement. Donc, au niveau globalement de ce que fait la Chine, il faut voir que, bon, d'une part, le rapport IRSEM qui a été mentionné dit quand même en conclusion que sa politique ne marche pas. Et deuxièmement, en fait, la Chine a, comment dire, dans les sondages internationaux qui sont faits sur les opinions publiques, elle est au plus bas. Hein. Donc, très clairement, en fait, tout ça n'a pas du tout eu de... comment dire, n'a pas du tout boosté son image, n'a pas du tout aidé à la faire voir comme une puissance, en tout cas qui puisse être aidante au sein des populations qui sont concernées. Je pense que la question de la menace, de parler de la Chine comme d'une menace, c'est vraiment un sujet qui est très important. Pour moi, une menace est géographiquement située. Donc, par exemple, pour moi, la Chine est une menace bien davantage pour Taïwan que pour la France, très clairement. Et par ailleurs, dans notre entourage proche en Europe, nous avons également des menaces qui sont bien plus importantes, à mon sens, que la Chine, y compris en interne. La dernière chose sur la naïveté de l'Union européenne, mais aussi des États par rapport à la Chine, personnellement, moi, je pense qu'il y a plus... Enfin, je ne crois pas trop dans le discours de la naïveté, je pense plutôt que les conditions ont changé. C'est-à-dire que l'action de la Chine a changé. La Chine a changé son comportement, tout simplement. Et donc, du coup, forcément, nous avons changé notre façon de réagir à ce comportement. Et enfin, en tant que personne spécialiste de la Chine, je suis obligée de le dire quand même, il y a beaucoup de fantasmes sur la centralisation du pouvoir chinois. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, la Chine, on a l'impression que Xi Jinping dit quelque chose et que ça se passe tout de suite. Ça marche très bien comme ça en verticalité. Ce n'est pas du tout le cas. C'est comme n'importe quel État, autoritaire ou non, il y a des blocages. C'est aussi un État qui n'est pas très efficace, il faut quand même le dire. Et par ailleurs, c'est un État qui est tourné vers l'interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est essentiellement introvertie, c'est-à-dire qu'elle est très tournée sur les problèmes qu'elle rencontre en interne. C'est quand même un État qui gère 1,4 milliard de personnes hein, et qui, en plus de ça, a des difficultés. Vous l'avez vu, il y a des problèmes avec la natalité, il y a des problèmes d'inégalité en Chine, il y a des problèmes économiques monumentaux. Il y a un certain nombre de difficultés que l'État chinois doit gérer. À mon sens, la politique qu'il fait en externe, c'est essentiellement une politique qui est destinée à l'interne. C'est-à-dire que, globalement, il cherche à créer un ennemi commun pour concentrer l'attention en dehors de Chine, c'est-à-dire au-delà des difficultés que la Chine peut rencontrer en interne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je crois que cette table ronde touche à sa fin et la série de tables rondes touche aussi à sa fin. Laissez-moi juste 30 secondes pour adresser quelques remerciements, si vous le permettez. D'abord, des remerciements en mon nom et au nom de Sabine Sarreguer, la directrice de Sciences Po Grenoble. Bien évidemment, en premier lieu, aux 4 intervenants de ce soir, Cécile Pélodex, Armelle Douot, André Gatolin et Camille Brugier. Merci à vous énormément. Au public qui est venu de manière, pour certains, très, très régulière. On a vu un peu les mêmes personnes. Et à l'audience aussi en distanciel. Et puis, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ces tables rondes. En premier lieu, à Cécile Pélodex, qui en est la grande coordinatrice, mais aussi à mes collègues Marie-Estelle Binet, à Céline Belot, aux étudiants d'Alpe Europe qu'on a déjà mentionné, que je remercie encore une nouvelle fois. Et puis, donc, à toutes les équipes de Sciences Po Grenoble, du laboratoire Pacte, qui ont, au niveau de la communication, du service informatique, ont fait tous les efforts possibles pour organiser ces tables rondes en hybride, ce qui nous permettait d'avoir une vie, une animation à Sciences Po Grenoble, tout en ayant en même temps une ouverture sur une audience externe, et ce qui nous a permis aussi de tenir des débats qui sont des débats libres et ouverts et appuyés sur l'expertise d'où qu'elle vienne, comme tous les débats que nous tenons ici à Sciences Po Grenoble. Donc un grand merci.